à l'ancienne pour vouloir être crédible. Il y a plein de femmes politiques qui ont montré qu'on pouvait être crédible dans une robe à fleurs. À 42 ans, Marlène Schiappa n'avait plus rien à prouver à personne. Et pourtant, ce matin-là, en Sicile, les mains encore tremblantes de l'émotion d'une nuit blanche passée à écouter la mer cogner contre les falaises de Taormine, elle sut qu'elle venait d'écrire l'un des chapitres les plus inattendus de sa propre histoire. Celle qu'on avait tant de fois enfermée dans des titres, des fonctions, des combats médiatiques, celle qu'on associait immanquablement à des joutes politiques ou des slogans féministes gravés dans la pierre des ministères, devenait, dans l'intimité brûlante d'un jardin sicilien, simplement une femme qui disait oui. Oui à l'amour, oui au recommencement, oui à l'incertain qui palpite sous les choix que l'on n'ose faire qu'une seule fois dans une vie. Mathias Savignac, lui, ne prononça presque rien, mais son regard savait. Il savait tout ce qu'elle avait traversé avant d'arriver jusqu'à lui. Il savait les silences stratégiques, les exils intérieurs, les mots qu'elle écrivait la nuit et ne publiait jamais, les heures passées à douter sans que personne ne le remarque, les sourires politiques masquant les tempêtes privées. Il savait, et il acceptait, sans la réduire, sans la corriger, sans chercher à comprendre autrement qu'en la tenant plus fort lorsque le vent se levait. Leur cérémonie n'avait rien de spectaculaire. Pas de projecteur, pas de caméra, pas de communiqué, juste une arche de bougainvilliers, le parfum des agrumes et quelques témoins dont les regards contenaient autant d'émerveillement que de pudeur. Pourtant, dans ce décor presque trop parfait, il y avait un détail, un seul, qui grattait, qui jurait, comme une tache invisible que seul l'œil averti pouvait percevoir. Une absence, une chaise vide, installée là comme par erreur, ou au contraire avec une précision chirurgicale. Personne n'osa la déplacer, même pas elle, surtout pas elle. Et c'est précisément là que tout commença à basculer, que le passé, tel un vieux film en noir et blanc, revint en saccades violentes s'imprimer sur le présent. On dit souvent que les femmes comme Marlène Schiappa avancent en écrasant les souvenirs sous leurs talons aiguilles, qu'elles se reconstruisent à coups de chapitres nouveaux, de publications soigneusement calibrées et de postures assumées. Mais ce que l'on dit moins, c'est le prix payé pour que chaque phrase prononcée en public ne tremble pas. Ce que l'on ignore, c'est ce regard qu'elle lança, à peine perceptible, vers cette chaise vide, au moment même où le prêtre évoquait l'union de deux âmes prêtes à accueillir leur histoire commune. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était une tentative d'apaisement, une manière de recoller les morceaux, de faire taire les voix qui, certaines nuits, revenaient chuchoter sous son oreiller. Avant de devenir Marlène Schiappa, femme politique, écrivaine, mère de famille, elle avait été cette jeune fille de banlieue, fascinée par les mots, étouffée par l'urgence de réussir, affamée de reconnaissance et de liberté. Elle avait gravi les échelons, parfois trop vite, parfois trop seule, portée par une détermination si féroce qu'elle en avait oublié de s'arrêter, de regarder autour, de respirer. L'amour, elle l'avait rencontré comme on se cogne à un mur, brutalement, souvent au mauvais moment, et il lui avait toujours échappé, comme une promesse trop belle pour être tenue. Et voilà qu'à 42 ans, c'est dans les bras de Mathias, homme discret, aux racines ancrées dans le monde associatif, qu'elle trouvait enfin ce qui lui avait toujours manqué. Une tendresse qui ne demandait rien, une épaule où poser le fardeau sans qu'on lui demande de le justifier. Ce matin-là, la lumière rasante dessinait sur sa robe blanche des ombres mouvantes. Rien n'était figé. Tout restait fragile. Le voile qu'elle portait, un simple carré de tulle accroché avec une barrette héritée de sa grand-mère, flottait dans l'air tiède, comme si même les objets autour d'elle hésitaient à croire que cette scène était réelle. Quelque chose grondait sous la surface. Une vérité non dite, un nom peut-être, un souvenir qu'elle n'avait jamais évoqué à voix haute, pas même à Mathias. Cette chaise, vide, cette fissure dans le décor, ce battement de cœur trop rapide lorsqu'elle signa les papiers. Le bonheur, chez Marlène, avait toujours eu un goût de vertige. On ne naît pas sous les projecteurs, on y est jeté ou on s'y jette, mais rarement sans y laisser des plumes. Ce mariage n'effaçait rien. Il marquait un point d'équilibre fragile, suspendu entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle aspirait à devenir. Et dans ce balancement permanent entre maîtrise et abandon, Marlène Schiappa continuait de surprendre, d'échapper aux définitions, de déranger parfois. Ce jour-là, à Taormine, les fleurs étaient éclatantes, les regards complices, la mer paisible. Mais à quelques mètres de là,
sur une petite table recouverte d'un napperon brodé, trônait un vieux carnet de cuir usé, fermé par un ruban rouge. Personne ne le remarqua vraiment. Pourtant, c'est là, entre ces pages épaisses, que résidait la clé. Une confession jamais lue, une lettre jamais envoyée. Une décision prise bien avant que le mariage soit annoncé. Et si l'on tendait l'oreille assez longtemps, on aurait pu entendre, mêlée au chant des cigales, une respiration haletante, comme celle d'un passé qui refuse de s'éteindre. Appelez-la Madame Savignac, et que cette nouvelle résonne comme un murmure discret dans la chaleur dorée d'un été sicilien, loin des caméras, des micros et des lumières qui ont si longtemps capturé chaque geste, chaque mot de Marlène Schiappa. C'est dans cette terre brûlante d'histoire et de passion, au bord de la mer, où les vents anciens portent encore les secrets des amants oubliés, que l'ancienne ministre, l'auteur engagé, la femme publique 1000 fois scrutée, a choisi de dire oui. Oui à Mathias Savignac, l'homme de l'ombre devenu lumière douce dans son existence tourmentée, le compagnon calme qui ne l'a jamais interrompu, jamais corrigé, simplement aimé. Enceinte de 6 mois, le ventre arrondi de promesses nouvelles, Marlène a scellé ce serment d'amour dans l'intimité la plus totale, loin de Paris, loin du bruit, là où seuls les oliviers et les pierres anciennes furent témoins de son 3e mariage, le plus inattendu, peut-être le plus vrai. Ce n'est pas seulement une histoire d'union, c'est un recommencement. Un élan vital qui défie le cynisme ambiant, une fois renouvelé en la douceur possible. 3 ans plus tôt, en novembre 2022, c'est dans le regard de Mathias qu'elle avait croisé cette rare évidence, celle d'un homme qui l'écoute sans chercher à la percer, qui la comprend sans vouloir la décoder. Président de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, il n'était pas du même monde, ou du moins, pas de celui qu'on expose. Et pourtant, leur rencontre a tout bouleversé. Elle a quitté l'homme avec qui elle avait partagé 16 ans de sa vie, le père de ses 2 filles, ce compagnon du passé devenu silence du présent. Ce n'était pas une rupture, c'était une mue, une transformation inévitable. Car Marlène n'a jamais été de celles qui s'accrochent aux illusions, elle préfère la vérité nue, même douloureuse. À 19 ans, elle s'était mariée une première fois, poussée par des élans de jeunesse, trop pressés de grandir. Elle le dira plus tard, avec une lucidité désarmante, une erreur, un précipice qu'on confond avec l'amour. Cette fois-ci, en Sicile, tout était différent. La voix tremblait à peine lorsqu'elle prononça en italien les mots les plus anciens du monde, ces mots qui engagent mon l'éternité. Avec cette bague, je promets de t'être fidèle, de t'honorer, de t'aimer chaque jour de ma vie, dans la joie comme dans la douleur, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé. Et dans ce moment suspendu, quelque chose s'est scellé, quelque chose de profondément humain, loin des apparences. Sur Instagram, elle a partagé cette joie avec pudeur, comme on offre une perle qu'on aurait longtemps gardée enfouie. La publication, sobre mais lumineuse, a été suivie d'une vague d'émotions et de félicitations, venant aussi bien de figures politiques comme Gabriel Attal ou Roselyne Bachelot, que de personnalités du monde médiatique comme Sylvie Tellier ou Laura Tenucci. Car Marlène, qu'on l'admire ou qu'on la critique, ne laisse jamais indifférent. Toujours là où on ne l'attend pas, elle s'apprête désormais à entamer un nouveau chapitre, bien loin des banques de l'Assemblée ou des plateaux ministériels. À la rentrée, elle fera son entrée dans l'univers singulier de Cyril Hanouna, cette fois en tant que chroniqueuse sur W9. Mais déjà certains se demandent, viendra-t-elle dès le début? Ou choisira-t-elle de se consacrer à la maternité avant de réapparaître en 2026? Le regard changé, enrichi par l'amour et la vie qui grandit en elle? En parallèle, on la retrouvera aussi dans la nouvelle saison des Traîtres sur M6. Preuve qu'elle n'abandonne jamais totalement la scène, qu'elle sait transformer chaque expérience intime en résonance publique. Marlène Schiappa avance ainsi, sans jamais demander la permission, fidèle à elle-même, résolument libre. Aujourd'hui, elle est femme, épouse, mère à nouveau, mais surtout vivante, intensément vivante, portée par 1000 projets, 1000 espoirs, et ce battement de cœur silencieux qu'on appelle renaissance. Personne ne le savait, pas même ses plus proches collaborateurs, mais 3 semaines avant son mariage en Sicile, Marlène Schiappa s'était enfermée seule dans une chambre d'hôtel à Rome, les rideaux tirés, la télévision allumée sans son, assise sur le rebord du lit pendant des heures,
fixant son reflet dans le miroir sans parvenir à s'y reconnaître. C'était une nuit étrange, comme suspendue hors du temps. Une nuit où rien ne bougeait à part le bourdonnement sourd dans ses tempes et les souvenirs qui revenaient frapper à la porte de sa conscience avec une violence déconcertante. Là, loin des regards, elle avait craqué, pleuré sans retenue, vidé en silence toutes les strates de douleur qu'elle avait empilées comme des couches successives d'un rôle qu'elle ne parvenait plus à quitter. Ce n'était pas la peur du mariage, ni l'enfant à naître, ni même le changement de vie. C'était autre chose, plus profond, une faille ancienne que même l'amour ne pouvait combler, une sensation sourde de ne pas être à sa place, de jouer un personnage que le monde avait modelé pour elle, sans lui demander son avis. Ce soir-là, elle avait relu des lettres qu'elle s'était écrites à elle-même 10 ans plus tôt, des lettres cachées dans une pochette en cuir au fond de sa valise, des mots terriblement lucides qu'elle avait griffonnés dans les arrière-cours de la République, entre 2 réunions, entre 2 combats, entre 2 silences. Elle y parlait d'une solitude qui la rongeait, d'un vide qu'aucune tribune ne comblait, d'un amour qu'elle n'avait jamais osé vivre pleinement. Et ce prénom, encore là, toujours là, comme une écharde logée dans la chair, Alex, celui dont personne ne connaissait l'existence, celui qui avait tout déclenché un jour de mai pluvieux, des années avant Mathias, bien avant même Cédric, une parenthèse interdite qu'elle avait dû refermer dans la honte et la terreur d'un scandale. Il était journaliste, passionné, insatiable, et leur liaison, brève mais incandescente, avait failli faire exploser sa carrière avant même qu'elle ne débute. Elle avait tout effacé, changé de numéro, disparu pendant des mois, sous couvert d'un projet de livre. Mais son corps, lui, n'avait rien oublié. Et à chaque fois que Mathias lui caressait le ventre avec tendresse, elle ressentait, enfouie profondément, la peur irrationnelle qu'il lise sur sa peau une histoire qu'elle n'avait jamais racontée. Pourtant, elle l'aimait. Elle l'aimait d'une manière qu'elle n'avait jamais connue, avec une douceur qui l'étonnait chaque jour, avec une gratitude silencieuse, presque coupable. Mathias était l'opposé du tumulte, posé, généreux, solide. Il ne lui posait jamais de questions qu'elle ne voulait pas entendre. Il savait attendre, écouter, la regarder se débattre avec ses propres ombres, sans chercher à les chasser. Il l'avait acceptée enceinte, l'avait accueillie dans sa maison en Bourgogne comme on accueille un animal blessé, avec patience et humilité. Et c'est peut-être cela qui la terrifiait le plus. Ce bonheur simple, paisible, entier, elle ne savait pas le recevoir. Elle avait toujours vécu dans le chaos, l'urgence, l'instabilité, confondant souvent passion et douleur, désir et fuite. Avec Mathias, tout était clair, presque trop clair. Elle avait peur de gâcher cette lumière, peur de se trahir une fois encore. Alors, dans ses nuits de veille, elle écrivait. Des pages entières, des confessions qu'elle ne montrerait jamais. Elle notait les gestes de Mathias, ses habitudes, ses silences, les façons dont il disait son prénom, les moments où il posait sa main sur son dos, comme pour dire « je suis là », sans rien exiger. Elle écrivait aussi à l'enfant, lui racontant le monde sans filtre, sans mensonge, lui promettant une mère vraie, vulnérable, aimante. Et parfois, au détour d'une phrase, elle se surprenait à trembler, non pas de peur, mais d'une émotion qu'elle ne savait pas nommer. Car ce qu'elle vivait avec Mathias n'était pas une passion flamboyante. C'était une construction lente, patiente, enracinée. Ils s'étaient rencontrés dans un moment de bascule, alors qu'elle s'éloignait de la politique, que les projecteurs se détournaient lentement. Il n'était pas ébloui, il n'était pas impressionné. Il la voyait, entièrement, avec ses failles, ses colères, ses nuits d'insomnie, ses crises de larmes, sans raison. Il ne fuyait pas. Au contraire, il restait. Il lui préparait du thé, lui apportait des livres, parfois lui chantait doucement des airs anciens qu'il tenait de sa mère. Un jour, elle lui avait demandé pourquoi il ne lui posait jamais de questions sur son passé. Il avait souri et dit simplement « Tu me regardes toujours comme si tu allais partir. Moi, je veux juste être là quand tu choisiras de rester. » C'est ce jour-là qu'elle avait su que ce mariage ne serait pas une fuite ni une réparation, mais une promesse, une vraie. Et pourtant, malgré tout, les ombres rôdaient. Il y avait cette photo qu'elle gardait cachée dans un tiroir, une image floue d'un soir d'été à Marseille, prise à la volée, où elle riait, jeune, libre, dans les bras d'un homme qu'elle n'a jamais nommé. Cette image-là ne la quittait pas.
Elle lui rappelait ce qu'elle avait été, ce qu'elle avait renoncé à être. Et parfois, dans les silences de la nuit, elle se demandait, pouvait-on vraiment réécrire sa vie, ou faisait-on seulement semblant? Mais lorsque Mathias la serrait dans ses bras, lorsque leur enfant bougeait doucement sous sa peau, lorsqu'elle sentait cette chaleur qui l'enveloppait sans la brûler, elle cessait de douter. Peut-être que l'amour, le vrai, ce n'était pas le tumulte. Peut-être que c'était justement cela. Cette paix nouvelle, inattendue, méritée. Alors elle se levait, ouvrait les rideaux, laissait entrer la lumière. Elle redevenait Marlène, pas la figure publique, pas l'ancienne ministre, pas l'écrivaine. Juste Marlène, une femme, une mère, une amoureuse. Et c'était suffisant. Mais cette paix fragile n'était qu'un interlude, une accalmie trompeuse dans une existence où le passé n'avait jamais vraiment cédé sa place. Et ce fut un matin de septembre, à peine quelques jours après le mariage, que tout vacilla sans prévenir, quand un courrier glissé sans timbre dans la boîte aux lettres de la maison bourguignonne bouleversa à jamais l'équilibre qu'elle croyait avoir conquis. Une simple enveloppe beige, au papier rugueux, sans nom, sans adresse, contenant une photo en noir et blanc qu'elle connaissait trop bien. Une photo arrachée à un autre temps, un cliché qu'elle croyait détruit, brûlé, effacé. Et pourtant, il était là, intact, glacial, implacable, figé dans une vérité qu'elle avait enterrée à jamais. Une image d'elle dans une ruelle de Belleville, accrochée au bras d'un homme qui n'était ni Mathias, ni Cédric, ni même Alex. Un homme dont le regard la hantait encore dans certaines nuits de cauchemar. Un homme qu'elle avait fui sans laisser de traces, dont le nom lui-même semblait empoisonné. Et cette photo revenait comme une gifle, comme une sentence, preuve que rien n'est jamais vraiment effacé. Qu'un jour ou l'autre, les fantômes reviennent, frapper à la porte, avec leurs visages oubliés, elle sentit sa gorge se nouer, une chaleur acide remonter jusqu'à ses joues, et sans réfléchir, elle déchira la photo en 1000 morceaux, mais il était déjà trop tard. Quelque chose s'était ouvert, une brèche dans le présent, un cri muet, qu'elle ne pouvait plus ignorer. Alors elle sortit dans le jardin, le ventre lourd, les mains glacées, le cœur battant au rythme d'un souvenir qu'elle ne voulait pas nommer. Elle marcha jusqu'au vieux banc, sous les noisetiers, celui où Mathias s'asseyait le soir avec ses carnets. Et elle s'effondra, incapable de contenir la vague qui montait. Les larmes coulèrent sans bruit, incontrôlables, non pas pour l'image, mais pour ce qu'elle réveillait. Pour cette Marlène d'avant qu'elle pensait morte et qui revenait frappée de l'intérieur, elle pensa à Mathias, à son sourire calme, à la main qu'il posait sur son ventre. Elle pensa à l'enfant qu'elle portait et elle sentit la peur se mêler à l'amour. Une peur viscérale qu'un jour on découvre ce qu'elle avait été, ce qu'elle avait fait, qu'on arrache les rideaux, qu'on mette en lumière les zones d'ombre qu'elle avait si longtemps maîtrisées. Elle savait que ce genre de menaces ne s'arrêtait pas à une simple photo. Elle en avait vu d'autres. Elle connaissait le goût du scandale. Elle connaissait les mécanismes du silence. Elle avait été de l'autre côté. Et cette fois, c'était à elle que ça arrivait. Alors elle rentra, ferma les volets, vérifia chaque porte, chaque fenêtre. Elle ne dit rien à Mathias. Pas encore. Elle ne voulait pas l'impliquer. Pas tant qu'elle ne savait pas qui avait envoyé ça, ni pourquoi. Elle passa la nuit entière à reconstituer le puzzle, les liens, les visages, les possibles, les inimaginables, jusqu'à ce que l'aube la trouve assise sur le carrelage froid de la cuisine, les yeux vides, le visage pâle, le corps épuisé. Et lorsque Mathias descendit, souriant, une tasse de café à la main, elle parvint à lui sourire, juste assez pour qu'il ne pose pas de questions. Il s'approcha, la prit dans ses bras, lui caressa doucement les cheveux, et dans cette étreinte, elle comprit que le mensonge avait déjà commencé, qu'elle ne pourrait plus revenir en arrière. Elle voulait croire que ce n'était qu'un avertissement isolé, une erreur, un vestige du passé qui s'accrochait désespérément, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose de plus grand, de plus sournois, s'était mis en marche, et que cette photo n'était que le premier pas d'une série d'épreuves au terme à venir. Elle sentait déjà la terre trembler sous ses pieds. Elle entendait les voix du passé s'insinuer dans ses silences. Elle savait qu'elle allait devoir choisir, une fois de plus, entre la vérité et la préservation, entre la lumière et la survie, et dans le regard innocent de Mathias, elle ne vit que le reflet de ce qu'elle allait perdre si elle échouait. Elle voulut lui parler, lui dire tout, lui confier la faille, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car comment expliquer l'inexplicable, comment nommer l'inavouable, comment dire qu'on a aimé un homme dangereux,
qu'on a été complice de sa fuite, qu'on l'a protégé une nuit, dans une maison, abandonnée, parce qu'on pensait pouvoir le sauver, qu'on a fermé les yeux, qu'on a traversé la frontière avec lui en silence, sans demander pourquoi, et qu'on a ensuite tout oublié, tout nié, tout recommencé, comme si cette nuit-là n'avait jamais existé, comment dire ça, sans briser l'amour, sans briser la promesse, elle resta donc là, à sourire, à répondre des banalités, à parler de la météo, du bébé, de la préparation de l'émission, avec Hanouna, comme si tout allait bien. Mais en elle quelque chose hurlait, une bête ancienne qui se réveillait, qui griffait ses entrailles, elle pensa à fuir, à repartir seule quelques jours, prétexter un séminaire, mais elle savait que fuir ne ferait que retarder l'inévitable. Elle devait comprendre qui avait envoyé cette photo, et pourquoi maintenant elle devait remonter le fil, retrouver les traces qu'elle avait laissées, effacer ce qui pouvait l'être, avant que tout ne s'écroule. Et dans ce tumulte intérieur, elle comprit que sa vie désormais tiendrait sur un fil invisible, tendu entre le mensonge et la rédemption, et qu'à tout moment, il pouvait rompre. Ce qu'elle ne savait pas encore, ce que même ses cauchemars n'avaient pas osé lui murmurer, c'est que Mathias n'était pas aussi aveugle qu'elle le croyait, qu'il avait trouvé la même photo quelques jours plus tôt, glissée sous l'essuie-glace de sa voiture pendant qu'il faisait les courses au marché du village, et qu'au lieu de l'affronter, il avait choisi de se taire, par peur de la vérité, ou peut-être pour la tester, pour voir jusqu'où elle serait capable de mentir. Il avait regardé cette image pendant de longues minutes dans sa voiture, les mains tremblantes, le souffle coupé, incapable de comprendre ce qu'il voyait, incapable d'imaginer que la femme qu'il croyait connaître puisse cacher une vie entière derrière ce regard si doux. Il n'avait rien dit, pas par faiblesse, mais par stratégie, parce qu'au fond de lui, une voix ancienne lui disait que Marlène n'était pas uniquement ce qu'elle laissait paraître, qu'il y avait en elle un feu plus ancien, un feu sombre qu'elle maîtrisait à peine, et cette nuit-là, après l'avoir vu sourire dans la cuisine, comme si rien n'existait en dehors de leur bulle, il comprit qu'ils savaient, tous les deux, et qu'ils jouaient chacun leur rôle dans un théâtre de verre sur le point d'éclater. Alors il prit une décision que jamais il n'aurait cru devoir prendre. Il descendit discrètement à la cave, ouvrit une vieille malle métallique qu'il n'avait pas touchée depuis des années, et en sortit un carnet de notes, relié de cuir, qu'il tenait de son propre père, un carnet dans lequel il consignait tout ce qu'il observait, ce qu'il devinait, les comportements, les mots retenus, les incohérences, et dans ce carnet, il écrivit pour la première fois le nom de Marlène, non pas comme son épouse, mais comme sujet d'observation. Il nota l'heure exacte de son faux sourire, la tension de ses épaules, le clignement trop rapide de ses paupières, et il ajouta en bas de page « Probable dissimulation d'un événement traumatique majeur en lien avec un homme non identifié du passé. Présence d'un agent extérieur menaçant l'équilibre de la cellule familiale, danger à venir sinon élucidé. » Car Mathias n'était pas seulement président de la MGEN. Il avait été bien avant cela, analyste en renseignement, pour un programme discret, lié à la défense nationale, un pan de sa vie que Marlène ignorait totalement, une époque qu'il avait voulu enterrer, mais dont les réflexes revenaient dès qu'un danger réel se profilait. Et cette fois, il le sentait. Ce n'était pas une simple histoire de jalousie ou de vengeance. C'était un dispositif construit, un message codé. Et cette photo en était la première pièce. Il savait lire entre les lignes. Il avait été formé pour cela. Et plus il observait, plus il comprenait que Marlène n'était pas la cible. Pas vraiment, qu'elle était le levier, la porte d'entrée, et que ce qu'il voulait, c'était autre chose. Quelque chose qu'elle avait peut-être vu, qu'elle avait peut-être entre les mains sans le savoir. Alors il fit ce qu'il n'avait pas fait depuis 12 ans. Il contacta son ancien chef, un certain Louis Renan, un homme froid, méthodique, qui décrocha au premier appel comme s'il l'attendait. Et quand Mathias prononça seulement 2 mots, c'est revenu. Il y eut un silence. Puis une seule phrase, murmurée comme un verdict. Elle l'a gardée. Et le sang de Mathias se glaça, car il comprit que Marlène avait entre les mains un élément classé, une donnée qu'elle n'aurait jamais dû conserver, un fragment de mémoire, un document, ou peut-être un enregistrement. Quelque chose qu'elle avait emporté autrefois sans mesurer sa valeur stratégique, quelque chose qu'elle croyait sans importance, mais qui, entre de mauvaises mains, pouvait déclencher une onde de choc immense. Et cette chose, elle l'avait peut-être même oubliée. Ou pire, elle l'avait intégrée à ses archives personnelles, parmi ses manuscrits, ses notes, ses brouillons, comme une poussière parmi des milliers,
Mais d'autres savaient, d'autres cherchaient, et maintenant qu'ils étaient mariés, maintenant qu'ils vivaient ensemble, il était à son tour exposé. Alors il monta lentement les escaliers, entra dans leur chambre, la vie endormie, le visage paisible malgré tout, une main posée sur son ventre, et il comprit qu'il ne pouvait plus faire marche arrière, qu'il allait devoir choisir entre la protéger ou la livrer, entre l'aimer ou la trahir, entre la vérité de l'homme qu'il avait été et le mensonge de celui qu'il prétendait être, et dans cette seconde suspendue, il sut que le plus grand danger n'était pas à l'extérieur, mais bien là, entre eux, dans cette chambre, dans cette femme qu'il aimait et qu'il ne reconnaissait plus. Et alors que Mathias restait figé sur le seuil, tiraillé entre l'homme qu'il avait été et celui qu'il prétendait être, Marlène ouvrit lentement les yeux. Elle le regarda sans sursaut, comme si elle l'attendait, comme si elle savait. D'une voix basse, presque brisée mais dénuée de peur, elle murmura « Je n'ai jamais voulu te mentir, mais je ne pouvais pas te dire. » Le silence fut plus lourd qu'un cri. Mathias fit un pas dans la chambre, s'approcha du lit, posa le carnet sur la table de chevet. Il la fixait. Elle ne détourna pas les yeux. « Alors dis-le maintenant, dit-il. » Et elle se redressa, se mit assise, le regard brûlant d'une vérité longtemps retenue. « Ce qu'il cherche, c'est dans l'enregistrement. Celui que j'ai gardé, par erreur au début, puis par instinct, parce qu'au fond, je savais qu'un jour tout me rattraperait, et que toi, tu serais le seul à pouvoir me sauver. » Il n'y eut plus de doute, plus de masque, plus de fuite possible. Et au même instant, quelque part dans la rue, un moteur s'arrêta. Une voiture noire, sans plaque. 2 silhouettes en descendirent. Le jeu venait de commencer pour de bon. Et cette fois, ils ne pourraient plus fuir. Ils devraient affronter l'ombre ensemble, ou tomber séparément. Si vous avez été happé par ce récit, que chaque mot vous a tenu en haleine, alors ne ratez pas la suite. Abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer, car l'histoire ne fait que commencer. Et la vérité est loin, très loin d'avoir été entièrement révélée.